C'est pour moi un plaisir d'être parmi vous ce matin pour cette 11e réunion du Forum Malabo-Montpellier dont le thème est mobilisation de l'action climatique pour la transformation des systèmes alimentaires en Afrique. Et je voudrais à cet effet souhaiter la bienvenue à ceux qui ont fait le déplacement à Dakar et à ceux qui nous rejoignent en ligne. Ce forum se tient quelques jours après la 27e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques tenue à Sharm el-Sheikh et qui a mobilisé l'opinion internationale dans toute sa diversité et qui, dans sa décision finale adoptée le 19 novembre, exhorte les pays parties à redoubler d'efforts pour promouvoir l'agriculture durable en vue d'éradiquer la faim et la pauvreté, tout en assurant la sécurité alimentaire. À cet égard, la COP27 a suscité un élan important pour l'adaptation et mis l'accent sur la vulnérabilité particulière de nos systèmes alimentaires. Nous devons poursuivre sur cette lancée. Le temps est donc à l'action et ces coûts ne doivent pas constituer un blocage. Sans un investissement urgent dans l'adaptation au climat, les pays de la région du Sahel risquent de connaître des décennies de conflits armés et de déplacements exacerbés par la hausse des températures, la pénurie de ressources et l'insécurité alimentaire. En effet, une grande partie des populations du Sahel vit de l'agriculture et du pastoralisme, qui, comme nous le savons tous, sont particulièrement vulnérables face aux effets du changement climatique. L'insécurité alimentaire atteint d'ores et déjà des niveaux élevés dans la région. À long terme, les projections indiquent que les rendements du maïs, du mil, du sorgho risquent de diminuer en raison des chocs climatiques, ce qui compromet davantage la résilience de nos populations. L'urgence climatique s'inscrit dans un contexte défavorable dans lequel les pays sont aux prises avec les conséquences de la pandémie de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine. En d'autres termes, nous devons agir vite. C'est dans ce contexte et à l'initiative du président Macky Sall et du président de l'Espagne, Pedro Sánchez, que les dirigeants de plus de 25 pays et 20 organisations ont lancé l'Alliance internationale pour la résilience face à la sécheresse lors de la COP27, afin d'accélérer l'action et d'aider les pays à mieux se préparer à affronter les futures sécheresses. Mesdames et messieurs, notre pays, le Sénégal, est particulièrement vulnérable aux effets néfastes du changement climatique. Selon l'indice mondial d'adaptation de Notre-Dame, nous sommes classés 31e en termes de vulnérabilité et 125e en termes de préparation. Il s'y ajoute que les projections sur l'impact du changement climatique au Sénégal mettent en évidence une augmentation des événements pluvieux à haute intensité, ce qui constitue un risque pour nos zones rurales et urbaines. Nous nous efforçons donc de renforcer notre résilience grâce à un certain nombre d'interventions d'adaptation, ciblant les secteurs de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que de la biodiversité. Le forum, nous sortons tout juste du sommet COP27 de Sharm el-Sheikh sur le changement climatique. Nous savons aujourd'hui que tous les pays du monde, toutes les économies ont affaire avec les effets de la crise climatique. Je ne parle même pas de changement, mais vraiment d'une crise climatique. Comment s'organiser, mobiliser les ressources qu'il faut, entreprendre les investissements qui nous permettent de mieux s'adapter à ce changement climatique et de continuer à assurer un développement économique durable pour nos différentes économies ici en Afrique. Ce que le panel fait dans son travail, c'est choisir un domaine spécifique tel que le changement climatique, de développer une méthodologie qui nous permet de classifier les pays africains et de choisir les 6, 5 ou 7 premiers pays et d'aller analyser ce que ces pays-là ont fait, qui leur ont permis d'être à la tête de l'Afrique. Et on se focalise sur 3 domaines que chaque gouvernement peut simuler ou bien en tout cas peut copier. Et ces 3 domaines sont
d'abord tout ce qui est innovation institutionnelle, tout ce qui est réforme politique et programmation au niveau local. Donc, dans ces trois domaines, on fait l'économie des expériences et des succès des différents pays, et c'est ce qui est présenté dans ce rapport pour aider à d'autres gouvernements de pouvoir s'inspirer de ce que leurs collègues ont fait pour avancer et aller de l'avant. Dans ce présent rapport, nous avons deux groupes de pays. Vous savez, pour mobiliser le financement, il faut un certain environnement propice qui permet de le faire. Donc on a deux groupes de pays, des pays qui ont un environnement beaucoup plus fort et d'autres qui ont un environnement beaucoup moins fort, en tout cas plus faible, mais qui ont réussi quand même à mobiliser les financements. Donc l'idée c'est de voir dans les deux différents contextes, qu'est-ce qui a permis à ces pays de pouvoir mobiliser ces financements. Donc c'était les deux pays, Bénin et Rwanda, avec un environnement beaucoup plus favorable, et le Zimbabwe et le Mali, un environnement beaucoup moins favorable, mais qui ont quand même pu innover au niveau institutionnel, au niveau politique et programmatique pour pouvoir mobiliser les financements. D'être dans ce pays frère, dans ce pays qui est très très cher à mon cœur, depuis que le chantre du métissage m'avait pris sous son aile. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je suis ici. Je me réjouis aussi d'être la coprésidente de ce forum. Monsieur Badiane vous a dit tout ce que nous faisons pour évidemment aider à la transformation des systèmes alimentaires en Afrique. Et la sécurité alimentaire, nous le savons, est au cœur de la problématique du vivre, non seulement du mieux vivre, mais aussi du vivre ensemble, qui est tellement fondamental pour nous. Et donc je me réjouis d'être là, à ce poste-là, avec mon ami Haile Mariam Desalegn, ancien Premier ministre d'Éthiopie. Et je me réjouis aussi, et dans les 7 rapports qui ont été publiés par le panel, que mon pays, le Maroc, ait été souvent choisi parmi les pays qui performent et qui montrent aussi la voie et qui a une expérience extrêmement solide dans ce domaine à partager avec l'Afrique. Car vous le savez, le Maroc, tout ce qu'il a, il le partage avec l'Afrique. Nous sommes dans cette solidarité active et agissante, et je me réjouis aussi que l'OCP Africa fasse du travail fondamental, non seulement dans le partage de ce que nous pouvons partager, mais aussi pour la recherche et pour vraiment améliorer les connaissances de la jeunesse dans ce domaine, car je me réjouis, ceci nous aidera aussi à garder nos cerveaux chez nous, en Afrique, et à revaloriser l'agriculture également dans son ensemble. Mais d'abord, nous nous réjouissons de ce partenariat avec Academia, qui est porteur d'idées innovantes par rapport aux finances climatiques. Le Centre de suivi écologique, comme vous le savez, est la première entité accréditée, l'une des premières entités accréditées au monde, la première entité accréditée au Sénégal et en Afrique, et qui est en train d'accélérer un peu l'accès aux finances climat pour répondre aux exigences d'adaptation des communautés. Je me réjouis d'autant plus que le Malabo Montpellier a été un groupe de réflexion assez actif sur les questions climatiques, sur les questions de sécurité alimentaire, et ils viennent de nous donner un peu une triptyque qui pourrait être très intéressante pour le Centre de suivi écologique. C'est comment faire des mécanismes de financement innovants pour répondre aux besoins de plus en plus croissants en matière d'adaptation. Deuxièmement, comment institutionnaliser ces finances climatiques dans le budget national avec une connexion assez étroite avec le secteur privé. Et troisièmement, comment harmoniser les politiques et faire en sorte que chaque politique sectorielle puisse considérer le climat comme un facteur d'accélération de croissance. Et sur ces 3 leviers, je pense qu'il y a un certain nombre de leçons que nous pouvons apprendre des pays qui ont été choisis dans ce rapport. Et le Sénégal n'est pas dépourvu d'atouts par rapport à ces éléments-là. Les atouts du Sénégal, nous le savons, au-delà de l'accréditation, nous avons un gouvernement qui est fortement engagé dans les réponses climatiques. Si je prends l'exemple du BRT, par exemple, les réponses par rapport aux émissions de gaz à effet de serre ont été un élément important. Si nous prenons la Grande Muraille verte, le reboisement du Sénégal et la séquestration des gaz à effet de serre est un élément important. Des programmes comme Khayim Daoui et les efforts de la direction des eaux et forêts et la direction de l'environnement sur la pollution de l'air et la séquestration de carbone sont beaucoup de réponses que nous sommes en train d'apporter. Et en parallèle, on a le secteur
la société civile, hein, qui est en train de faire un énorme travail avec nos collègues de l'UICN, etc. Donc c'est un cadre qui est là, mais il faudra peut-être réorganiser ce cadre pour faire une convergence de volonté entre ces institutions, pour faire de la cross-fertilisation active entre ces institutions, pour pouvoir apprendre les uns des autres et savoir comment on peut accélérer l'adaptation au niveau du Sénégal. Et nous allons nous appuyer sur les recommandations de l'Académie et de l'Union africaine sur les financements climatiques pour pouvoir faire en sorte que le CSE puisse être le réceptacle de cet ensemble d'idées fructueuses permettant au Sénégal effectivement de rehausser son niveau par rapport à l'accès à ces financements, mais surtout de l'investissement que nous attendons de nos institutions pour répondre aux questions d'adaptation et de vulnérabilité. Quels sont les besoins en investissement? Les besoins en investissement sont énormes et nous sommes en train de mener une politique active de territorialisation des politiques publiques. Le Sénégal, avec l'appui du PNDL et de l'Agence de développement local, tous appuyés par le Centre de suivi écologique en matière de renforcement de capacité, en train de voir comment localiser un peu l'investissement. Parce que l'adaptation, elle est locale. Ce sont les communautés qui ont besoin de ces formes d'adaptation. Vous vous souvenez déjà qu'il y a un effort sur les régions côtières, à Bargny, à Saly-Portudar, au niveau de Saint-Louis. Ce besoin s'exprime de plus en plus dans les îles du Saloum, dans la partie casamançaise, la partie sud, Cap Skirring, etc., qui est en train de subir beaucoup d'érosion côtière. Au niveau de Dionewar, le CSE est en train de mettre en œuvre un projet sur l'érosion côtière. On est en train de lutter contre les terres salées à travers un autre projet qui est financé par le Fonds vert climat. Et on vient de signer à Sharm el-Sheikh l'accord cadre sur le plan juridique que le CSE doit utiliser comme instrument financier pour lever des financements additionnels. Et donc, si nous essayons de faire la connexion entre les financements multilatéraux et bilatéraux et la budgétisation que l'État en fait à travers le ministère de l'Environnement et de la DEC, nous répondrons en grande partie à ces besoins, mais ces besoins sont tellement énormes que je pense que la manne financière qui est disponible pour répondre à cette adaptation ne suffira pas. Donc la réflexion doit continuer, les idées doivent continuer, les données dont on doit disposer doivent être obtenues pour effectivement trouver des sources, des mécanismes de financement qui sont innovants. Vous n'avez pas un montant? Non, ça c'est difficile de le dire.